Gawondeneri. Naiz euskaraz ez, mitzatzea, baina euskarak nire atxikimendu osoa du. Je n'irai pas plus loin, il y a pas de personnance commune quand même. Cher Payot, je président de séance, chers amis, vous me demandez, au nom de mon expérience calédonienne et plus généralement à cause des situations de crise que j'ai connues sur lesquelles je peux réfléchir, d'évoquer avec vous le problème basque. C'est dangereux. Il n'y a pas de conflit type. Tout conflit est à lui-même sa propre monographie. Les dimensions historiques, culturelles, politiques et de techniques de combat ne sont jamais les mêmes. Pas plus que l'identité et la structure des partis en présence. Il ne m'a jamais été donné d'étudier en détail le problème basque, à la différence de l'Algérie, de la Nouvelle-Calédonie, de la Corse, du Congo et dans une moindre mesure du Moyen-Orient et même du Sri Lanka. J'ai donc devant vous de grandes chances de me tromper, de formuler des jugements mal étayés, ce qui desservirait la cause de la paix. Car, souvenez-vous des mots sur lesquels concluait à l'instant Gérard, la cause de la paix est si difficile qu'elle ne pardonne jamais l'imprécision dans la gestion des détails. Le seul moyen pour moi de ne pas courir ce risque sera de rester prudent, voire vague et imprécis sur quelques points, ceux de la substance, au risque de vous décevoir. J'ai pourtant accepté, moi qui n'y connais rien à la différence de nos deux amis, Jean-Pierre Machias et Gérard Onesta, qui eux baignent dans ce conflit depuis longtemps, j'ai pourtant accepté de venir vous soumettre quelques réflexions pour deux raisons. La première est que vous qui m'invitez avez à de nombreuses reprises et de manière parfaitement claire, et encore ce soir, récusé et condamné le recours à la violence. Je ne serais pas là sans ça. La seconde raison est ma propre passion pour la paix. J'ai un rejet physique, je suis un enfant de la guerre, un peu plus vieux que ces messieurs. J'ai un tel rejet physique de la violence que je me sens des envies de donner un coup de main à quiconque entreprend de la combattre quelque part. Et à ce titre, je me suis fait la conviction que bien des négociations échouent, bien des conflits perdurent pour des raisons où le choix de la violence, l'idée qu'un peu plus de sang améliorera le rapport de force ou le respect dû à la loi ne sont pas seuls en cause, et où la fausse manœuvre, l'erreur de procédure, l'oubli de principes de pilotage évidents jouent aussi un grand rôle. C'est là, peut-être, que je peux vraisemblablement apporter quelques réflexions utiles, encore qu'elles seront moins novatrices que je ne le croyais en écrivant ce texte, puisque Jean-Pierre et Gérard m'ont dit beaucoup de choses que je vais leur passer, puisque j'avais prévu de les redire, ce que je ne ferai pas pour gagner du temps. J'avais prévu de vous proposer mon regard tout neuf, presque vierge, sur le problème basque, en 4 parties. Où en sommes-nous et pourquoi? Ça va bien commencer quelque part. Les conditions de la paix dans un conflit asymétrique. La paix n'est pas la réconciliation, et conduire la négociation. Toute la partie 3, la paix n'est pas la réconciliation, Jean-Pierre vient de la traiter, je n'y reviendrai qu'après pour rajouter un ou deux commentaires. Et sur le où en sommes-nous et pourquoi, il n'y a pas beaucoup de raisons pour venir, je vais donc pouvoir écourter un peu mon propos, il prendra quand même largement les 30 minutes convenues. Tout ça est précis, compliqué. Je ne sais pas à quoi vous avez échappé à la télé ce soir, si c'était un match de foot ou une fiction terrible, mais vous n'êtes pas venu pour rigoler, et on est là quand même pour entrer dans des débats. Sur le où en sommes-nous et pourquoi, j'avais prévu de rappeler, car c'est historiquement fondamental, comment tout a commencé. Je ne le ferai pas, gagnons du temps. Ce qui frappe, c'est la formidable densité culturelle de l'identité basque. Ça remonte aux Fueros de l'an 1200, ça se ravive tout au long de notre histoire,
Et naturellement, elle se durcit sous Franco, qui avait prétendu la faire disparaître, ce qui l'a renforcée. C'est même sous Franco que naît le théâtre, comme vous le savez. Le souvenir de ce grand intellectuel qui était Sabino Arena colore votre façon de vous penser vous-même dans des conditions très fortes. Ce qui est plus un problème maintenant, c'est comment la cause s'est-elle affaiblie. Pourquoi la cause de l'indépendance basque a-t-elle perdu une bonne partie de son soutien populaire? Et je pense là qu'il faut proposer la réflexion sur quelques thèmes. Le premier, c'est qu'il me semble que le théâtre né sous Franco, et pour répondre à une dictature négatrice de votre identité, a commis une grave sous-estimation de ce que voulait dire à la fois pour l'Espagne l'émergence de la démocratie et l'émergence d'une démocratie décentralisée. En Espagne, on ne subit pas le jacobinisme français, c'est un adversaire de moins. Le principe d'autonomie territoriale n'est pas une violation de l'esprit central de l'État espagnol. Et puis d'autres choses se sont produites, dont une est l'érosion du concept d'indépendance. Je suis de ceux qui, le soir où l'euro s'est mis en place, buvaient le champagne. Parce que j'espérais un changement de l'équilibre géostratégique monétaire dans le monde, et voir mon pays perdre une souveraineté monétaire qui lui servait à rien parce qu'elle n'avait pas de sens, pour regagner collectivement une force dans le monde, à la condition d'agir avec d'autres, me semblait une avancée considérable. Et puis, Nouvelle-Calédonie, puisqu'au fond c'est au nom de ce qui s'est passé là-bas que vous m'appelez ce soir, jamais la Nouvelle-Calédonie n'a songé à demander sa monnaie. Jamais la Nouvelle-Calédonie n'a songé à demander son indépendance nationale. Elle ne remplira jamais, quel que soit le degré de satisfaction donné à la partie kanak de sa population, les critères qu'à l'ONU, on appelle les critères de reconnaissance de l'indépendance. J'ai peu de raisons de me sentir représentant du peuple basque. Je ne le suis pas, je ne l'oserais pas. Mais en vieil ami et complice voisin, je vous déconseillerais de chercher à émettre votre propre monnaie. C'est un truc dangereux, ça tient pas la route, et je ne vois pas quel avenir ça vous assure. Quant à l'idée de la défense nationale dans ce monde compliqué, je ne suis pas sûr non plus que vous la souhaitiez vraiment. Dans ces conditions, le concept d'indépendance perd sa signification méternicienne, sa signification du temps des États-nations. Si dans cette affaire vous réfléchissez au changement de la terminologie en même temps que le contenu des symboles change, ça peut aider au processus et vous cherchez à se comprendre. Et c'est l'apparition d'un concept d'autonomie qui est, lui, davantage porteur, je crois, de traduction concrète. Et puis d'autres phénomènes se sont produits. Le moyen de combat choisi par le TA a changé. Pendant longtemps, il s'est limité aux représentants civils ou militaires de l'État espagnol. Et dans la population basque, ceci avait une légitimité. Même les policiers méritent qu'on respecte leur vie, leurs femmes et leurs enfants, c'est du moins mon avis, mais au moins on pouvait comprendre. À partir du moment, c'est une expérience qui n'est pas seulement basque, c'est une expérience générale dans le monde. À partir du moment où l'action que les autres appellent terroriste, que certains appellent de résistance, tue de manière aveugle et n'importe qui, c'est une loi universelle du monde entier que la légitimité se perd chez le peuple émetteur. Vous n'êtes pas tous des salauds. Vous n'êtes pas tous des criminels. La perte de légitimité est évidemment un affaiblissement majeur pour l'organisation. Et puis, l'histoire a évolué. Le rapport de force est devenu écrasant. Écrasant au point de provoquer une lassitude populaire par absence de perspectives politiques positives. Et puis le monde aussi évolue. Il fut un temps, ça fait 8 siècles, où les fueros ont été probablement la condition d'un décollage économique, d'un début de développement économique du Pays basque.
parce que l'organisation sociale était interdictrice de développement. Mais ils ne le sont plus. Il n'y a de développement que dans un marché mondial de plus en plus unifié maintenant. Et si les valeurs du sol et du terroir, qui sont celles que vous avez beaucoup cultivées, du sol, du terroir et de la langue, sont des valeurs d'identité, elles ne suffisent pas à elles seules à définir une culture. Car il n'y a de culture que d'échange et d'ouverture à l'autre. La culture, c'est le voyage, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est l'ouverture de l'autre. Attention à l'enfermement, il vous aurait, je crois, affaibli. Et puis enfin, quelques expériences nous ont fait réfléchir aussi. Je ne peux pas ne pas vous raconter un de mes vécus les plus drôles. J'étais ministre de l'Agriculture au temps d'une tragique guerre des pêcheurs entre Français et Espagnols. Ça vairait beaucoup, les ports étaient bloqués, vous vous souvenez de tout ça. Tous les pêcheurs en combat étaient basques. Mais la solidarité basque, elle avait disparu. Chacun des deux, du côté basque nord et du côté basque sud, comptait sur son gouvernement, utilisait sa diplomatie et ses moyens de pression. Il n'y avait plus de basques, il n'y avait que des Français et des Espagnols. Ça m'a fait un peu réfléchir. J'éprouve quand même le besoin de vous raconter ça, que j'ai vécu du côté de la décision. Et donc ça m'a laissé un souvenir relativement fort. Voilà, c'est tout ce que je dirais de ce qui était ma première partie, car c'est la suite qui est importante. Deuxième élément de réflexion, nous sommes dans un conflit asymétrique, à l'évidence. Quelles sont les conditions d'ouverture de négociation, les conditions de recherche de paix et de réconciliation dans un conflit asymétrique? La première, la plus commune, elle est décrite depuis l'édit de Nantes. J'ai oublié de dire tout à l'heure, devant la présentation de Peyo, que l'édit de Nantes a gardé une prodigieuse actualité. Il parle de vous tout le long. C'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre de la diplomatie mondiale. Je considère qu'à l'équivalent, il n'y a guère que la constitution post-apartheid de l'Afrique du Sud, dont Jean-Pierre parlait tout à l'heure. Mais ça vaut la peine de l'analyse. Bref, j'ai au moins autant appris en étudiant l'édit de Nantes qu'en travaillant et en faisant la paix en Nouvelle-Calédonie. La première condition, c'est l'usure des forces. C'est l'absence claire de perspective de victoire pour chacun des deux camps et chacun des chefs des deux camps. Et mes amis, je crois que cette condition-là, qui est la principale, qui est la commençante, qui est la condition initiale, elle me paraît remplie. Et donc, nous ne parlons pas devant la crainte d'un redémarrage. C'est d'ailleurs parce qu'elle était remplie. Henri IV a pu signer l'édit de Nantes, qui est le 9e édit de paix en 50 ans, les 8 autres ayant été caducs, reprise des guerres de religion. C'est formidable. Cette condition me paraît remplie. La seconde, c'est que, enfin c'est un peu la même, mais mise dans les cervelles des chefs. Une conviction des chefs des deux partis que la paix est devenue nécessaire. Et faites attention, le mot de nécessaire n'est pas synonyme de possible. Si elle est nécessaire, le travail va être de la rendre possible, ce qui n'est pas synonyme. À ce moment-là commence le devoir de créer des conditions avant même qu'on se parle. Et je parlerai de la reconnaissance mutuelle des dignités. La violence ne peut en aucun cas être ni reconnue ni légitimée, mais la noblesse de l'aspiration identitaire, elle, peut l'être. De la même manière que peut être reconnu et légitimé le caractère démocratique de l'État héritier d'une situation d'oppression, qui part, la démocratie elle-même peut changer, c'est la conclusion de Gérard Onesta à l'instant. Vient ensuite une condition plus difficile et très mal remplie en Espagne. Je l'appellerai la connaissance de l'autre. Les chefs en présence ne peuvent faire la paix que s'ils ont une idée très précise de ce qui se passe dans la tête de l'autre, ses symboles, ses espoirs, ses contraintes, ses visions. Il y a ici un rôle des médiateurs, des pré-négociateurs au cœur du conflit. Mais je voudrais dire franchement une remarque très forte. Il faut savoir ces choses et les avoir dans la tête. Dans tout conflit, quel que soit l'ordre de force,
chaque parti ne tient son rôle que si tous ces acteurs, tous ces militants, tous ces soldats, tous ces combattants sont convaincus et enthousiastes pour la cause. Le début de la recherche, les conditions dans lesquelles on pourrait chercher un compromis, est toujours une trahison. Toujours une trahison. Si vous avez vu le beau film qui s'appelait Michael Collins à propos d'Irlande, vous vous souviendrez que c'est comme ça qu'Imone de Valera a fini par faire tuer Michael Collins après l'avoir envoyé négocier. Et là, l'histoire est plus sadique, plus brutale et plus sérieuse, car Raymond de Valera trahissait sa propre parole de vie. Mais je vais vous raconter une autre histoire, dont la taille, par la noblesse, trop peu de gens savent. Le plus long Premier ministre français, on appelait ça président du Conseil national pendant la guerre de 14-18, s'appelle Aristide Briand. Au début de la guerre, il était ministre de la Justice. La guerre commence très mal. Les Prussiens, les Allemands envahissent tout. Ça barde, et c'est la débandade mentale à l'état-major et au gouvernement. Le garde des Sceaux, qui n'en avait aucunement le pouvoir, rassemble les enthousiasmes, monte une combine avec le général commandant militaire de Paris, le seul qui n'était pas au front, garder l'arrière, pour mobiliser tous les taxis, envoyer ça à la Marne et gagne la bataille de la Marne. Sans que l'état-major ne soit au courant. Puis Briand tient 2 ans et demi. C'est lui l'organisateur des tranchées et l'organisateur de la victoire, le vrai. Puis il tombe sur le cerise intérieure, la République des Faibles, et arrive Georges Clemenceau qui, lui, savait cultiver son image, alors que Briand se foutait de la sienne. Briand était arrivé à la conclusion que aucun des deux camps ne pouvait réduire l'autre. La victoire n'était pas possible, les millions de morts suffisaient, il fallait arrêter tout de suite par une belle compromis. Et il a lancé cette affaire. Clemenceau a cherché à le traîner en haute cour, pour haute trahison. Il n'est pas arrivé à le mettre en haute cour, l'accusation était là, elle a paralysé cette affaire. Nous devons à cette petite histoire que les traités de Versailles étaient un traité de brutalité, un traité de démolition d'ennemis qui appelait une revanche inévitable, et ça s'est appelé la guerre de Paris. Retenez bien ceci, la victoire n'est pas la paix. La victoire, c'est la destruction physique de toute possibilité pour l'autre de reposer son problème. Et en général, ça s'appelle des revanches. La paix de compromis, c'est le contraire de la victoire. Pour la faire, il faut bien se connaître. Il faut donc s'entendre et s'écouter. Et les premiers vrais négociateurs, qu'ils soient sous mandat ou sans mandat, car dans bien des conflits, ce sont des agents non mandatés. Il faut commencer à établir le contact et à faire transmettre des messages précis. Mais qu'ils soient sous mandat, sont en général non couverts, n'ont pas encore le statut de parlementaire, peuvent se faire tuer, c'est comme ça que ça commence. Et pourtant, l'intérêt supérieur du respect de la vie, des vies humaines, donc le refus de continuer à tuer, même lié à la perception qu'il n'y a pas d'autre issue, est toujours un renoncement au tabou majeur. Le tabou majeur, dans un cas, c'est l'indépendance, dans l'autre, ici, c'est l'application du droit espagnol qui punit toute mise en cause de son cadre constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se connaît pas? Car dans tout conflit, il n'y a pas que des hommes qui soient, ou des femmes, ou des enfants qui soient victimes. La première victime est souvent l'intelligence. On ne s'écoute plus, on s'insulte, on se diabolise, on ne se connaît plus. Lorsque la situation est à ce point, c'était le cas de Nouvelle-Calédonie, il faut trouver des moyens de créer l'écoute, d'entrer dans la compréhension de l'autre. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut au Pays Basque. Je ne connais pas votre conflit, son état. Mais j'ouvre l'hypothèse qu'après tout, s'écouter de manière multiple, que toutes les opinions puissent être entendues de manière reconnue, peut-être un élément, en tout cas, c'est ce qui a permis le succès en Nouvelle-Calédonie, car en Nouvelle-Calédonie, les deux populations de cette île ne voulaient plus parler avec le gouvernement de la République française. Les Caldoches, parce qu'ils nous prenaient pour des traîtres à la souveraineté nationale et des gens qui avaient pris la décision d'abandon, et les Kanaks pour cette bonne raison que le conflit était né largement de deux violations de la parole donnée par la République française. En fait, je ne parle pas de parole de promesse d'électorat non plus, je
d'engagement d'État formel sur des textes sur l'État qui ont été violés par la République, ce qui a provoqué l'épouvantable Conner Canac. La deuxième était le prise d'otage à la Grande Montréal pour cause d'une trahison sur la date du statut quo. Je n'entre pas en détail, nous en avons parlé. Cette phase de l'analyse de ce qui se passe dans la tête de l'autre, de ses vrais, de ce à quoi il peut accéder, de ce à quoi en aucun cas il ne pourra accéder, est essentielle, car elle permettra ou ne permettra pas. Il faut donc une grande précision dans l'analyse de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et c'est ici que la connaissance du conflit basque étant insuffisante, je ne peux pas émettre, et je ne veux pas, par incompétence, émettre de remarques sur les évolutions nécessaires du statut de l'école, sur les problèmes de définition territoriale et la flexibilité relative au sud ou au nord de ces problèmes de définition territoriale, sur la décentralisation des compétences, sur le contenu qu'on donne à l'autonomie. Le Pays basque, déjà, a une autonomie fiscale bien supérieure à n'importe quelle région française. Mon imagination à moi travaille mal sur une demande supplémentaire, vous faites travailler la vôtre. Il n'y a pas de paix sans qu'on soit précis là-dessus. Personne n'a jamais fait la tête dans le vague, bien entendu. Et je dirais, après l'examen de ces conditions, ce sont les conditions de départ de l'ouverture des négociations, que les vrais ennemis ne sont pas ceux qui proclament leur volonté de pousser la violence à l'extrême. Alors au moins, on sait qui ils sont et ce qu'ils veulent. Les vrais ennemis sont ceux qui parlent le langage de la paix, tout en maintenant des exigences non compatibles avec l'idée de la paix. C'est là qu'il faut savoir juger. Alors, vous avez posé la question, et déjà, Jean-Pierre, je crois tout à l'heure se la posait, comment relancer? J'ai tendance à dire d'abord, pas d'impatience. Le temps doit faire son œuvre. J'aime bien la réponse qu'a fait Gérard à ces questions tout à l'heure, mais tout de même, ne rêvons pas. Personne ne peut remplacer les responsables en place. Et l'idée de remplacer les responsables en place crée dans chacune des parties au conflit un délai supplémentaire et des procédures difficiles qui font plutôt perdre du temps que d'en gagner. On a beaucoup évoqué aussi le concept de médiation, y compris Gérard à l'instant. Moi je suis plutôt pour, mais attention, le concept de médiation ne prend son sens que si elle est demandée par les deux parties. Si elle n'est pas symétriquement demandée par les deux parties, elle n'a pas de sens. Une partie ne peut pas imposer une médiation à l'autre, ça n'existe pas. Et en Nouvelle-Calédonie, la mission du dialogue était une mission d'écoute qui n'avait en rien des pouvoirs, des suggestions à faire en tant que médiateur. Donc à notre niveau, dans un niveau, comme dans une assemblée comme celle de ce soir, il ne peut s'agir que d'agir sur l'opinion publique pour que l'opinion publique des deux parties agisse sur les vrais décideurs. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point, où là je peux être très très bref, ce sera 4 ou 5 phrases. La paix n'est pas la victoire, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas non plus la réconciliation. La paix c'est le cessez-le-feu, et c'est le désarmement, et puis c'est tout. Que ce ne soit pas la victoire, on l'a souvent vu. Et gagnons du temps, j'avais un exemple, je ne le cite pas. Pour que s'amorce un processus plus large de durabilité de la paix et de réconciliation, il faut 2 éléments complémentaires. Je paraphrase un peu ce que disait Jean-Pierre en le précisant peut-être. Le premier, c'est l'institutionnel, c'est l'organisation de la vie en commun. L'édit de Nantes est à cet égard prodigieux. Il est écrit pour un bon siècle, ça va durer 84 ans. Ce qui, l'état des esprits en matière de religion à l'époque, est un prodigieux bien. Il organise la cohabitation dans la méfiance de 2 sociétés qui se haïssent, mais qui sont bien obligées de vivre ensemble. Il va jusqu'à, il y a 30 articles de l'édit de Nantes qui concernent la réforme de la justice pour être sûr qu'il n'y a pas un seul tribunal où si un protestant est jugé, il n'y aura pas un juge protestant ou une possibilité de retirer. Comme toute la justice est très diverse et décentralisée, il y a un article presque pour chacune des juridictions d'appel. Il est prévu aussi des cimetières spéciaux.
il est prévu l'interdiction de la clandestinité des ventes aux enchères pour le cas où les biens d'un protestant seraient vendus. L'accord de Matignon en Nouvelle-Calédonie a tenu si longtemps, non pas parce que l'armistice est réussi, mais parce qu'il est tombé juste dans l'organisation des règles institutionnelles de la cohabitation. Et c'est un point auquel les deux parties doivent changer d'avance. Alors, ici c'est beaucoup moins compliqué, il n'y a pas un antagonisme de civilisation et de mode de vie à ce point-là. Reste le dernier élément, les symboles de cette réconciliation. On ne fait la réconciliation que dans le respect de l'autre, ceci a été dit très fortement par Jean-Pierre et Gérard, et ça suppose de préparer correctement le discours sur l'abandon du symbole central, c'est-à-dire la renonciation d'un côté à l'indépendance pure, simple, brutale, y compris monétaire, défense nationale. Nous acceptons d'être en situation d'autonomie plus grande qu'aujourd'hui, mais dans l'État espagnol. Et pour l'État espagnol, nous acceptons d'en arrêter une politique de pure répression, très simple, sans accepter qu'il y ait un problème basque qui mérite traitement. La manière de le dire, la manière de l'expliquer à l'autre, fait aussi partie de cet enjeu réconciliateur. Le prophétisme triomphaliste est à cet égard de mauvais conseil. Et puis il y a le problème de l'amnistie. Il y a même un problème plus précis, qui est l'écriture, il faut la penser beaucoup, c'est un ouvrage collectif, du document qui va justifier la négociation et la paix. L'accord de Nouméa comporte pour la fin, c'est celui qui a suivi l'accord de Matignon 10 ans après en Nouvelle-Calédonie, un préambule qui fait la lecture commune de ces deux peuples sur ce qu'a été la colonisation. Lumières et ombres, souffrances et bénéfices, etc. Il y a 3 milliards de citoyens de l'humanité qui ont été colonisés. Il y en a 200 000 en Calédonie qui ont pu mettre leur signature collective par leurs représentants derrière une écriture superbe. Je dis superbe, c'est pas moi qui l'ai écrit. De ce document, j'en conseille la lecture et la diffusion. Mais on ne fait la paix que parce qu'on la veut, qu'elle est noble, et les éléments de cette noblesse, il faut les penser, si possible, les penser ensemble. Il n'y a rien d'interdit qui commence à être discuté, que les raisons de la paix, plutôt que de la poursuite de la répression ou de la poursuite de la pression militaire, doivent commencer à être discutées. Et puis, c'est ma dernière partie, et c'est celle qui sera la plus détaillée, il faut la conduire, cette négociation. Et là, je ferai quelques remarques un peu disparates, les premières visant ce qui se passe dans le camp du dominé, et les secondes visant ce qui se passe dans le camp du dominant, quitte à y réintégrer parfois des remarques visant le dominé. L'attentat du 30 décembre rappelle une règle qui est permanente. Il n'y a de négociation possible que quand l'unité de commandement est assurée dans chacun des deux camps. Le FLN algérien, avec une rare brutalité, avait tué ses propres opposants, pour parler d'une seule. C'était d'ailleurs un conseil de Mao Tse-tung. On est entre civilisés de la même espèce, si je pense qu'il y a d'autres moyens d'assurer l'unité du commandement. En tout cas, si l'on veut vraiment la paix, il faut savoir et pouvoir condamner absolument la violence. Faute de quoi le partenaire ne pourra pas négocier. Ce n'est pas une affaire de satisfaction éthique, c'est une affaire de technique de négociation. Le dominant ne peut pas négocier si le dominé n'est pas absolument impavide, clair et sans bavure sur le fait qu'il le veut lui, et que par conséquent, on a changé de technique. Et c'est pour ça que l'attentat du 30 décembre est tellement catastrophique. Parce qu'il casse des années d'efforts de création de confiance et le redémarrage de la confiance. Encore une fois, je ne suis pas puriste, je parle en diplomate chargé du dossier. Est-ce qu'on ouvre? À partir de quand est-ce qu'on peut faire confiance? C'est une belle question pour la communauté basque d'aujourd'hui.
Ce qui veut dire qu'il faut gagner la cause du compromis dans l'opinion publique basse. Pourquoi le TA n'a pas condamné le 30 décembre? Parce qu'elle a peur de l'opinion du petit peuple nationaliste, probablement assez largement représenté dans cette assemblée ici. Aussi longtemps qu'on en sera là, vous ne pourrez pas négocier. Je ne suis pas venu vous donner des leçons de morale. Vous me demandez un bilan de ce que j'ai vécu, je vous raconte. Si ça ne vous plaît pas, c'est autre chose. Je ne suis pas concerné. Mais je sais que vous n'y arriverez pas. Et je pense là-dessus, d'abord que le compromis n'est pas la défaite. Le compromis, c'est la reconnaissance qu'une valeur supérieure, qui est celle du respect de la vie, a imposé l'acceptation du compromis quand les armes ne pouvaient pas trancher. J'ai souvent dit, puisque nous sommes proches de l'Espagne, j'ai souvent dit dans mon pays, mon scandale, à voir la jeunesse française, la jeunesse de mon pays, prendre fait et cause et s'enthousiasmer pour la courageuse révolte du peuple cubain contre l'horrible dictateur qui était Batista, parmi les plus horribles qu'on ait connus au monde, ou pour le grand combat du peuple vietnamien pour sa liberté, et être resté d'une indifférence totale à la formidable et magnifique construction de la démocratie en Espagne après la mort de Franco. Cette ingénierie politique, pleine d'intelligence prospective, de compromis mutuels, est une leçon pour le monde entier. Ça n'a intéressé personne. Et notamment, ça n'a pas intéressé de poètes, de romanciers, de cinéastes. Je suis ici venu vous dire qu'il y en a assez du romantisme du fusil. Et que le romantisme du fusil est en train de devenir un problème de culture basque. Vous ne ferez pas la paix en catimini, en compromis, en ayant honte. Vous ferez la paix parce que vous pensez que c'est meilleur que la guerre. Et je vous propose que le romantisme du fusil devienne un objet de condamnation. Il peut l'être. À cet égard, permettez-moi, je suis agnostique, j'ai eu une longue éducation chrétienne forte, protestante. Et ce que je vais dire, je ne sais pas si j'ai raison de le dire en Pays Basque, je le dis à cause du Moyen-Orient. En Israël comme en Palestine, presque tout le monde est croyant. Presque tout le monde a des jugements, des attitudes, des conduites, des actes inspirés par la foi. Le plus souvent, largement, des deux côtés. Or, les églises ne s'occupent pas de la paix. Elles continuent même à prêcher sur quoi elles croient en matière de justice sociale, de territoire, d'identité, sans tirer les conséquences du fait qu'on est plusieurs sur un même territoire. Je pense qu'il nous manque une théologie du compromis. Je pense que le Pays Basque est un pays profondément chrétien, il est resté beaucoup, les églises marquent, et je voudrais dire, je suis moi profondément, exclusivement un politique, que dans le monde d'aujourd'hui, médiatisé comme il est, la crise dominante du monde, c'est l'impuissance des politiques. Les motivations de nos électeurs, de nos citoyens, sont extérieures aux confiances qu'ils donnent aux politiques, puisqu'ils n'en donnent plus. Créer des attitudes propres à la paix et au compromis suppose qu'on les valorise. C'est du boulot pour tout le monde. Je me suis un peu emballé, mais il me semble que la cause le mérite. L'appel au compromis, pour moi, c'est l'appel à la raison. Et il n'y a pas lieu de laisser la raison dévalorisée par rapport à l'intransigeance. La raison consiste à mesurer ce qu'on veut à l'aune de ce qui est possible et acceptable chez l'autre, et c'est ce qui vous conduira sur des enjeux aussi importants sur lesquels je ne me prononcerai pas, mais dont j'ai compris qu'ils étaient vitaux, comme les éventuels changements territoriaux ou le blocage du corps électoral qui se pose, que j'ai rencontré en Nouvelle-Calédonie, et sur lequel j'abomine les quelques responsables politiques français, dont un candidat à la République, à la présidence de la République, qui songent à ne pas tenir une promesse donnée à la France, qui était une garantie verbale donnée au peuple kanak, qu'il n'y aurait pas de manipulation du corps électoral dans cette période où il n'est pas démographiquement le plus fort et où nous ne pouvons pas
prendre le risque d'augmenter le rapport de force, on le lui avait promis. Ce sont des points qui dépendent de l'énergie que l'on met à vouloir rechercher un compromis. Voilà ce que je voulais vous soumettre comme remarque pour le côté du dominé. Venons maintenant, et ce sera ma fin, elle est un peu longuette, hein, je ne suis pas tout à fait mon propos, presque, rassurez-vous, payez. La droite espagnole est incapable de comprendre, donc de rallier et d'accompagner, mais avant de rallier ou d'accompagner, il faut déjà comprendre, incapable de comprendre, un processus sociologique et politique progressif de transformation d'une guérilla clandestine en parti politique démocratique ou simplement en force pacifique. C'est très difficile pour tout le monde. Les triomphes, Henri IV avait su le faire avec les protestants. Les échecs, c'est le drame d'Israël, qui ne veut pas comprendre que le Hamas, partant d'où il part, est en train de chercher à devenir un parti politique gérant pacifiquement un État démocratique en train de naître, dans une situation où la guerre n'est pas finie. Et puis on peut comprendre qu'il y a des méfiances, des sécurités, mais la compréhension du processus est la clé. Or, un tel processus n'est possible, la transformation clandestin en militant politique de temps de paix, que s'il est identifié, accompagné, complété par étapes de signes de reconnaissance et de légitimité. Vous vous souvenez que tout à l'heure, Gérard avait en 5e point, dans ces 5 points, le poids de la communauté extérieure. Je suis plus méfiant que lui. La communauté internationale, elle s'est aussi ramenée dans tel problème, je pense toujours au Moyen-Orient, bien sûr, des intérêts stratégiques, des visions qui ne sont pas celles des partis en cause. Mais il y a un peu de ça tout de même. De Gaulle avait compris ça en Algérie, souvenez-vous de son appel à la paix des braves. L'appel à la paix des braves, c'était la reconnaissance de dignité, et c'était donc le début d'un processus d'identification de l'autre comme n'étant pas seulement Satan. Mon sentiment, hélas, c'est qu'après l'attentat du 30 décembre 2006, le gouvernement espagnol a manqué de confiance en lui. J'ai beaucoup hésité avant d'oser vous dire cette phrase, et j'aime mes copains espagnols, je connais un peu moins bien Zapatero, j'ai bien connu Felipe González, ils sont tous mes copains, il y en a plein le Parlement européen. Je ne peux pas ne pas dire ça, puisque ce que vous me demandez, c'est une réflexion sur la théorie des conflits, je vois comment ça se passe. En interrompant les pourparlers, il a, sous une énorme pression parlementaire, et sinon même, peut-être, je crois, sous une contrainte parlementaire, c'est ce que j'ai compris, j'en suis qu'à moitié sûr. Ce gouvernement a donc rallié implicitement la thèse selon laquelle la paix ne sera négociable que si l'unanimité de l'OTAN la veut et prouve cette volonté. C'est ça, le sens des conversations. Or, cette thèse ne tient pas la route. C'est très exactement la faute majeure et permanente que l'État d'Israël connaît depuis 40 ans. La faute est celle de faire semblant de croire que l'Organisation de libération de la Palestine pourrait, avant d'être reconnue capable de négocier, imposer sa discipline dans la totalité des rangs palestiniens. Et ça fait 40 ans que le conflit continue, avec cette raison-là, à titre principal. Mes amis, cette thèse est à la fois stupide et dangereuse, parce qu'elle revient à donner un veto sur l'ouverture de tout processus de paix aux extrémistes, aux tueurs indisciplinés à leur propre organisation quand elles commencent à rechercher la paix. Or, c'est exactement ce que ces terroristes-là veulent, même s'ils ne sont pas au commandement de leur organisation. En créant une pression politique telle qu'ils doivent plier, la droite espagnole a obligé Zapatero à obéir aux terroristes. Je ne vois pas là une intelligence confondante. Et je ne vois surtout pas là une raison de baisser la garde et la voix dans le débat. Pour sortir d'un tel blocage, 3 conditions majeures doivent être cumulativement remplies, me semble-t-il. Elles sont difficiles mais impérieuses chacune. La première, tout simplement, mais elle est énorme, c'est d'admettre que là est le vrai blocage. On négociera pendant que les fous continueront à tirailler. Il y en aura toujours, il y en a toujours, partout, monde entier. C'est sans exception dans l'examen des conflits, je parle en présence d'un professeur hautement spécialiste. La deuxième raison concerne la partie dominée, elle développe un peu ce que je disais à l'instant. La partie dominée dans le conflit doit donner une priorité absolue et une clarté absolue à sa volonté de négocier, ce qui revient à dire
qu'elle doit condamner clairement et explicitement, désavouer et exclure de ses rangs publiquement quiconque poursuit contre son ordre la stratégie terroriste. Car sinon, il n'y a pas de négociation. Et il y faut des mesures pratiques. Dans mon information de lecteur d'une presse lointaine et qui ne parle pas souvent de vous, quelque chose se dégage, tout le monde tient le TA pour une organisation sérieuse. Si le TA est une organisation sérieuse, elle a sûrement des caches d'armes contrôlées. Qu'elle renforce un peu l'usage qu'on fait des armes qu'il y a dans les caches, serait la moindre des choses à cet égard, sans parler de plus grave. Faute de cette condition, jamais le dominant ne sera en situation d'ouvrir et de poursuivre de vraies négociations. Et la bataille intellectuelle, là, consiste à faire reconnaître que ce que je dis là, c'est de la technique de négociation. C'est pas de la morale, c'est pas de l'éthique, c'est de la technique de négociation. Plus, les extrémistes les moins déraisonnables emploient souvent à ce sujet l'argument selon lequel, s'ils sont bien d'accord sur la perspective d'ouvrir à terme des négociations, beaucoup le disent, il leur semble pourtant nécessaire de maintenir encore ce qu'ils appellent la pression militaire, guillemets, pour améliorer le rapport de force et obliger plus encore le dominant à négocier. Vous le connaissez, cet argument, vous devez l'entendre souvent. Et de fait, il est des situations où cet argument n'est pas sans valeur. Au Sri Lanka, aujourd'hui, où le blocage, c'est aussi un problème linguistique, le Sri Lanka. Vous en êtes beaucoup plus proche que vous ne pourriez croire. Le blocage, c'est que le gouvernement refuse de comprendre qu'il n'y a pas pour lui d'issue par la répression. Et donc il oblige à ce que le combat continue, et l'argument « faut maintenir la pression », pour le moment, hélas, je n'ai aucun plaisir à vous dire ça, je fais de la physique des forces, est vrai. Mais dès que le rapport de force change, l'argument devient contre-performant. Au Moyen-Orient déjà, cet argument ne joue plus et se renverse. Le rapport de force entre Israël et la Palestine est tellement défavorable qu'il est totalement contre-performant. A fortiori ici, au Pays Basque, où le rapport de force est tel qu'il n'y a aucune probabilité intelligente, encore une fois je ne parle pas de sentiment, je parle de calcul, aucune probabilité intelligente de pouvoir faire mouvoir les pachydermes que sont l'État espagnol ou l'État français s'il se trouve dans le coup, et où le seul résultat des attentats devant ce rapport de force est d'empêcher les négociations sans aucun bénéfice politique et au prix de nouvelles victimes, principalement chez le dominé, on n'échappe pas, cette deuxième condition est essentielle. La troisième, dommage, parce que je voulais encore vous parler de droit. Vous me laissez encore 10 minutes? Non, rien. Bon, je vais essayer. 8, ça devrait. J'ai eu le temps d'écrire peut-être. La troisième condition concerne le dominant. Il ne faut pas seulement qu'il veuille la paix de compromis, il faut qu'il en comprenne et qu'il en assume les exigences. Et c'est ça que si le gouvernement espagnol sait probablement le faire, le Parlement espagnol aujourd'hui ne le sait pas. L'une de ces exigences relève des enjeux symboliques. On peut toujours transiger sur des intérêts, on ne peut jamais transiger sur des symboles. Et lorsque chez le dominé, des hommes sont prêts à mourir pour des symboles, il n'y a que deux options. Les réduire ou les tuer, ou abandonner une partie du symbole et chercher la paix. Ainsi, la Belgique unitaire a éclaté en fédération, plutôt que de s'entretuer. Ainsi, toutes les puissances coloniales ont amené le drapeau, même celles qui, comme la France en Algérie, avaient militairement gagné la guerre. Dans l'affaire basque, le symbole n'est même pas le caractère centralisé de l'État, mais quelques amodiations de compétences régionales et surtout la volonté de punir le recours à la violence. L'abandon partiel de ce symbole ne me paraît pas à moi être d'un coût insupportable pour le peuple espagnol. Concevez, mes amis, que le partage de la souveraineté sur Jérusalem est un symbole d'une autre épaisseur et d'une autre insécabilité, si j'ose dire. Encore faut-il que cet abandon éventuel de symbole soit consciemment accepté, et surtout en démocratie, et l'Espagne est une vraie belle démocratie, vigoureusement expliqué à l'opinion publique. Une autre exigence de la recherche du compromis est en effet l'explication claire à l'opinion de l'objectif et de ses limites. Il ne peut hélas s'agir nulle part, en aucun cas, et c'est le drame d'Israël, et ce fut longtemps le drame de l'Irlande,
en aucun cas, d'éradiquer complètement et définitivement toute violence par un acte politique unique. Cela n'est donné à personne, il y a toujours des irréductibles partout. Il s'agit seulement, mais c'est déjà énorme, et c'est ça qui s'appelle la paix, de conduire un processus tel que disparaissent à la fois les formes politiques de l'oppression, c'est l'institutionnel, les communautés, etc., et l'humiliation apprise dès l'école et transmise entre générations qui font de leur cours à la violence. Là est la clé de ce que l'Espagne doit être capable de faire si elle veut vraiment la paix de compromis. L'autre branche de l'alternative est la répression permanente. Le rapport de force est tel que ça peut réussir, mais ça ne saurait réussir sans entraîner des volontés de vengeance. C'est l'Irlande. Et ça dure des siècles, la vengeance ne s'éteint pas. Je vais vous abandonner un paragraphe, mais je veux... Oui, c'est sur la nécessité de l'explication de l'opinion publique pour tout ça. Il me faut dire encore une ou deux autres choses. Il y a d'autres problèmes à traiter ou difficultés à surmonter pour la réussite d'un processus aussi incertain. Je passe vite sur les plus évidents. Toutes les étapes préparatoires et même les premières phases d'une vraie négociation doivent rester absolument secrètes. La démocratie, ça suppose de rendre compte. Mais après, négocier devant la presse est impossible et rare. Il va de soi que tout traitement inhumain ou torture dans les prisons est une contribution efficace au rejet de toute perspective de négociation dans la population du dominé. Ça va de soi, mais je crois qu'il fallait aussi le dire. Et puis je vais terminer sur un seul problème, mais il appelle un peu de commentaire. Naturellement, il est essentiel que dans les phases préliminaires, les intermédiaires, les représentants ou les négociateurs du dominé soient protégés par le dominant. C'est un point qui m'avait beaucoup préoccupé à propos de la Nouvelle-Calédonie. Certains de mes interlocuteurs étaient l'objet de mandats d'amener pour cause d'actes de violence ou complicité d'actes de violence. Ils pouvaient donc être arrêtés par n'importe quel officier de police judiciaire, et ceux qui ne l'étaient pas sous mandat d'amener auraient été cités à titre de témoins et pouvaient être interpellés dans les mêmes conditions. Il m'a donc fallu, très illégalement, m'appuyer sur la police de la sécurité du territoire pour éloigner ces hommes de la police judiciaire. Je prends, vous rigolez, mais il faut le faire. Et quand ça rate, vous êtes bon pour la haute cour. Ceci est une manière simplement de poser le problème. Cette dernière remarque, elle m'amène à poser le problème plus général du système légal qui nous régit, dans ses principes comme dans ses procédures. Dans tout état de droit, la délimitation et la définition des compétences des collectivités territoriales ou des unités administratives décentralisées relèvent d'un corps de principes et de règles réputées permanentes et dont la modification éventuelle appelle des procédures spéciales complexes qui ne relèvent pas du seul pouvoir de l'exécutif. Or, ce sont le plus souvent ces règles qui sont au cœur des conflits, comme on l'a vu aussi en Irlande et en Corse. Et le roi Henri IV le savait, je ne reprendrai pas le détail de son édit là-dessus. Et naturellement, juges et police judiciaire ont charge d'arrêter les auteurs d'actes de violence, au besoin sans qu'à proprement parler, l'exécutif s'en mêle, c'est-à-dire des protestations, même contre une situation d'oppression. On ne saurait à l'évidence négocier pendant que des actes de violence sont commis, on a assez parlé du drame du 30 décembre. La négociation ne sera guère possible non plus si pendant que l'on négocie, la recherche des auteurs d'actes de violence passés continue, même s'ils ont solennellement déclaré y renoncer. Il peut donc suffire de l'action déterminée de quelques juges pour rendre impossible l'ouverture ou la poursuite de négociations. J'ai connu brièvement, certes, mais tout de même grave, le problème d'une tentative du corps judiciaire pour peser sur une négociation qui ne lui agréait pas, pour en revenir à la répression pure et simple, plus conforme non seulement à ce qu'il savait faire, mais aussi aux règles et principes qu'il avait charge d'appliquer. Dans le cas d'espèce, elles ne furent pas très longues en Nouvelle-Calédonie, on avait pris quelques précautions, je passe. Des enquêtes inattendues, des arrestations dans les moments sensibles, des refus opposés aux demandes non contraignantes mais légitimes de l'exécutif, par exemple en matière de traitement des prisonniers ou d'enquêtes inopportunes, tout est possible, et il est aussi facile de paralyser une négociation, et cela d'autant plus aisément que dans ce genre de situation, les médias sont toujours complices de celui qui veut le drame ou le conflit, contre celui qui veut le calme et la négociation. C'est pas un
triste privilège espagnol, c'est de tous les temps et partout. On n'y peut en fait pas grand-chose. Évidemment, le Parlement peut toujours voter une loi qui, à titre temporaire et à raison de la gravité de la situation, dessaisisse pour une courte période la justice, mais c'est le plus souvent, et cela paraît indiscutablement aujourd'hui en Espagne, hors de portée politique. Et puis surtout, il faut réfléchir à ceci, un jugement n'est pas un pardon. La justice n'est pas la paix, elle est la protection de l'ordre établi. Elle ne peut accepter ni favoriser une procédure qui vise à changer l'ordre établi. Et par conséquent, elle ne peut pas être complice d'une procédure de recherche de la paix qui vise à le changer. Dans ces conditions, il ne reste plus qu'à faire avec. L'essentiel est alors de savoir et d'oser expliquer clairement et fermement à l'opinion publique. Lorsque quelques juges espagnols se sont publiquement interrogés sur une éventuelle mise en examen du Premier ministre Zapatero, pour cause d'intention de négocier avec le TA. En droit pur, ils étaient légitimes. En droit pur, ils étaient légitimes. En éthique, ils étaient criminels. Ceci doit être dit. Mais de l'éthique, il n'y a qu'un juge, qui est le suffrage universel. Quelques suggestions pour traiter ce problème. Je veux conclure. Pour conclure, je veux d'abord rappeler la clé de tout ce propos que j'ai déjà dit plus haut. Partout et toujours, il est plus facile de faire la guerre que la paix. L'Espagne en est à ce point ultime d'un conflit qui a déjà fait plus de 800 morts, que chacun sent aujourd'hui l'impossibilité d'une totale victoire de l'un sur l'autre. C'est le commencement de la sagesse. De ce fait, la volonté d'en sortir par un compromis négocié émerge de plus en plus. On n'est pas sûr qu'elle soit déjà majoritaire au sein de l'ETA, puisque cette dernière a couvert le crime du 30 décembre. Il est hélas vraisemblable que cette volonté n'est pas encore majoritaire dans le peuple espagnol. C'est le type de situation où l'avenir dépend d'un combiné très exigeant de courage et d'intelligence. La paix exige que des deux côtés, on n'oublie rien de la dureté de ces exigences. On ne fait pas la paix dans l'enthousiasme vague, mais c'est ensuite le courage qui permet seul de mettre l'opinion, les opinions des deux parties, en mesure de comprendre et d'assumer que rien n'est jamais parfait, qu'il subsistera des violences résiduelles, mais que tout vaut mieux que la persistance de haine qui pousse au crime. Merci.